chaud, hein, la lettre. Ouais, en plus, là, elle a joué avant, donc... Profiter du soleil. Bonjour aux toutes premières personnes qui nous rejoignent. On va, comme d'habitude, attendre d'être un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Restez avec nous, on arrive tout de suite. Tu veux descendre maintenant? Je vais descendre maintenant. Du saut de jambe. Alors, bonjour aux 38 premières personnes qui nous rejoignent sur Facebook ainsi que sur Instagram. Je suis Elisa Gorins, journaliste pour WAMIS, et je me trouve en compagnie du docteur Stéphane Tardif, vétérinaire comportementaliste. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, le docteur Tardif est avec nous pour répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, posez-les dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. On les sélectionnera et le docteur Tardif répondra à un maximum de questions pendant une demi-heure. Surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, même si le docteur Tardif a déjà répondu à vos questions. Pourquoi ? Parce qu'on va organiser un petit jeu concours à la clé, une WAMIS Box pour votre animal. Donc surtout, restez avec nous. On vous posera une question à la fin de ce live. Et les personnes qui auront, enfin une personne parmi les personnes qui auront correctement répondu, remportera cette WAMIS Box. Alors, on va tout de suite commencer. Vous allez bien, docteur Tardif? Ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu une petite pause de l'air, on n'a pas fait depuis 2 semaines, mais... En tout cas, même quand il n'y a pas de Facebook Live, sachez que le docteur Tardif répond à toutes vos questions dans la rubrique questions-réponses de WAMIS, donc n'hésitez pas à les poser là-bas aussi. On va commencer tout de suite avec une question de Marie-Pierre Brunet. Pourquoi mes chats préfèrent boire de l'eau dans des pots de jardin alors que l'eau est sale plutôt que dans leur gamelle propre? Ça, c'est un grand classique. C'est vrai que les chats sont souvent attirés par les eaux un petit peu croupissantes qu'on trouve dehors, alors qu'on leur propose des belles gamelles d'eau toutes proches, toutes fraîches, sorties du robinet, et puis ils n'en veulent pas. Il faut savoir que l'eau a une odeur, et que nous, on a tendance à ne pas la sentir, mais les animaux aussi, donc ils ont tendance à bien sélectionner ça. Et les chats en particulier ont un comportement avec l'eau qui est assez délicat, ils ont tendance à pas beaucoup boire en fait, c'est vraiment une grosse difficulté. Normalement, 60-70% de l'eau dont ils ont besoin, ils le trouvent dans la nourriture solide, dans leur proie, normalement. Les croquettes étant un peu sèches, ils galèrent un petit peu à ce niveau-là. Mais à l'extérieur, ils ont tendance à boire les eaux croupissantes et les eaux qui coulent aussi. Alors les eaux croupissantes, ça doit être l'odeur, et oui, ça peut présenter des risques effectivement, puisque ce sont des eaux qui sont un peu sales, et en théorie, ils sont aussi attirés par les eaux qui coulent, justement parce que celles-là, elles ne sont pas stagnantes, et donc il y a beaucoup moins de bactéries qui se développent dedans, elles sont beaucoup moins risquées. C'est un comportement naturel qui leur évite justement de tomber malade en buvant de l'eau. Donc ce qui est bien, c'est de leur mettre des fontaines à eau. Le fait d'entendre l'eau couler, ça a tendance à les stimuler. Il y a beaucoup de chats qui sont attirés naturellement par les robinets. Et puis pour ce qui est des eaux à l'extérieur, on ne pourra pas l'empêcher. Puis de toute façon, c'est bien quand même qu'ils boivent de toute façon. Après, il faut savoir que le système immunitaire d'un chat, ça prévoit le fait qu'il puisse boire un petit peu dehors. Et dans le pire des cas, il risque d'attraper un petit peu des diarrhées ou des choses comme ça. Donc à traiter si jamais ça arrive. Merci docteur Tardif, et surtout avec les températures qui montent, enfin, on espère que ça se stabilise, il faut que votre chat boive. Je n'ai pas précisé que ce live est à la fois chat et chien, donc vous pouvez poser des questions sur les deux espèces. Voilà, alors une question de Christine. Bonjour, ma petite bulldog français de 6 ans que j'ai adoptée depuis 2 ans aboie après les gens quand ils entrent dans la maison et aussi quand ils repartent. Elle pince aussi. Pourquoi fait-elle ça alors qu'elle est super douce? Avec le fait de pincer un petit peu, alors si ça ressemble beaucoup au comportement qu'ont les chiens de troupeau quand il s'agit de maintenir le troupeau en place. C'est compliqué de répondre à cette question parce que bon, clairement le chien a un souci de comportement social lorsqu'il accueille les gens, et le fait qu'il joue avec eux de cette façon-là en les mordillant, c'est pas tout à fait normal. En plus, ça peut être un peu dangereux, hein, notamment si c'est avec des enfants ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de cas où on dirait que c'est de la dominance et que le chien fait la loi à la maison. Pas forcément, enfin, moi, la théorie de la dominance, c'est pas trop dans les affaires des éthologues et au niveau scientifique. On va plutôt dire que le chien n'a pas, par exemple, réalisé les apprentissages sociaux, c'est-à-dire il est très excité, son excitation déborde, il joue sans faire attention, et il n'a pas appris à justement contrôler sa morsure ou contrôler son excitation, sa frustration, des choses comme ça. Donc c'est ça qu'il faut lui apprendre en fait. Il faut lui apprendre à interagir correctement quand des gens arrivent à la maison, à gérer son excitation.
pas hésiter à lui donner de l'activité et de l'attention par ailleurs. Ce sont des choses que les chiens demandent beaucoup et qui peut être aussi la cause de ce type de comportement. Et donc voir avec un éducateur, notamment lors de ces phases-là, pour travailler avec lui des exercices, idéalement des exercices dans le positif, pour lui apprendre tout simplement la bonne réaction à ce moment-là, avec des récompenses. Par exemple, on peut facilement dévier vers des assis ou des donnes la patte, plutôt que ce comportement un peu excité. En tout cas, c'est un problème qui peut trouver une solution, mais n'hésitez pas à vous faire aider d'un éducateur canin. Une question de Jean-Pascal. Comment éviter le tartre sur les dents du chat de plus de 8 ans? Alors, c'est valable pour tout âge d'ailleurs, mais c'est vrai que ça a tendance à arriver plus chez les vieux animaux. D'une manière générale, on évite le tartre en leur donnant un aliment un peu solide, plutôt éviter les nourritures humides. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans l'humide et le solide. En général, je recommande l'humide pour le chat, pour justement l'eau dont on parlait il y a un instant. Mais c'est pas bon pour leurs dents, effectivement. L'avantage des croquettes, c'est que tant que c'est un peu dur, le fait qu'ils croquent les croquettes, ça permet de nettoyer, racler un petit peu les dents et évite le dépôt du tartre. Il existe aussi des dentifrices et des brosses à dents, mais alors autant vous dire qu'accéder à la gueule d'un chat, je pense que l'opération va être beaucoup plus complexe. Autant pour les chiens c'est jouable, autant pour les chats, il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là. Et après, en dernier recours, il existe les détartrages qui peut être nécessaire de faire de temps en temps, voire très régulièrement, donc une fois par an parfois. Ça dépend aussi des animaux, hein, comme chez nous, il y en a qui s'entartrent plus vite que d'autres. Donc pour ça, un bon moyen de mesurer ça, c'est de voir la laine du chat, de voir aussi l'état de ses gencives. Alors ça, un vétérinaire pourra vous aider là-dessus, mais voyant quand elles sont un peu inflammées, ça permet de savoir que les dents ont besoin d'être traitées. Et aussi quand il mange, si on voit votre chat, alors je vais mimer le chat, attention, qui fait comme ça des petits mouvements de bouche parce qu'il a du mal en fait à mâcher sans avoir mal à ses gencives et à ses dents, ça peut être aussi un bon moment pour aller faire des soins dentaires. Merci Docteur Tardif. Une question de Josiane. Sa femelle Silky de 3 ans monte mon autre femelle de 1 an et demi. Que faire pour que cela cesse? Alors elle ne précise pas si c'est des chats ou des chiens. Je pense que c'est des chiens. Parce que c'est des chats qui montent de chat, à part de chaleur en général, on ne se pose pas de questions. Et oui, effectivement. Alors déjà, le comportement de chevauchement, on constate donc là que c'est une femelle qui le fait sur un chien. Que c'est pas forcément effectivement l'apanage des mâles sur les autres. C'est un comportement issu à la base d'un comportement sexuel, comme la reproduction alcoolique, mais après c'est utilisé dans la communication chez les chiens, en l'occurrence ici, avant c'était pareil, associé à la dominance, mais non, ce n'est qu'un comportement de communication qui en général d'ailleurs effectivement permet de maintenir la cohésion sociale et hiérarchique dans le groupe, mais c'est pas forcément que le chien vous domine, ça peut aussi exprimer par exemple de la frustration sexuelle, justement ça arrive de temps en temps, il y a des chiens qui se masturbent de cette façon. Donc voilà, à traiter en fonction de la cause, mais si jamais votre chien chevauche trop souvent, que ce soit des humains ou des chiens, il ne faut pas hésiter à voir ça aussi avec un comportementaliste, donc ça dépend de la cause. Pareil, des exercices de déviation dans le renforcement positif vont être un bon moyen de faire en sorte qu'il fasse plus ce comportement-là au moment où il en a envie, qu'il dévie sur autre chose. Et pas hésiter aussi à lui fournir et les apprentissages sociaux et l'activité dont il a besoin pour limiter ce genre d'interaction un peu exagérée. D'ailleurs, Josiane, je vous invite à aller voir un article sur Wamiz qui a été écrit par 2 éducatrices canins de nature de chien. Le nom de l'article, c'est Mon chien chevauche des autres chiens, que faire? Quelque chose comme ça. Vous le retrouverez facilement sur Wamiz et elles expliquent très bien ce que vous pouvez mettre en place. Une question de Magali. J'ai 2 chiennes croisées Labrador, une croisée Braque et l'autre croisée Berger Blanc Suisse. Ma croisée Labrador grogne souvent après ma croisée Berger Suisse. Pourquoi? Ça, c'est difficile à dire aussi, parce que il peut y avoir plein de raisons en fait. Déjà, le simple fait que de temps en temps, ils régulent leur relation au travers de ce mode de communication. Ce qui est important dans ce type de relation, c'est que les chiens n'entrent pas en conflit physique tant que ça n'en reste que des grognements et que c'est compris par l'autre. Dans ce cas-là, le plus souvent, le mieux, c'est de ne pas intervenir et de laisser les choses se faire tout seul. Tant qu'on en reste donc à des chiens qui ont appris à exprimer leur désagrément par des grognements et que c'est compris par l'autre, ça veut dire qu'ils ont bien réalisé les apprentissages sociaux. Si par contre on a de l'incompréhension suite à ça, ou qu'elle grogne sur des humains dans des situations où elle ne devrait pas, là par contre on a un problème effectivement, soit elle est en détresse et on a un souci de comportement qui fait qu'elle manifeste
des grognements par peur, soit on a aussi, pareil, des mauvais apprentissages sociaux. Donc ça peut être qu'elle a appris, par exemple, qu'en grognant, elle a accédé plus facilement à ce dont elle avait envie. Donc ça, c'est des trucs qu'on tient à éviter, parce qu'en plus c'est dangereux. Donc ça, c'est pareil. À voir avec un éducateur. Ça peut être des longs travaux, mais enfin, il n'y a pas qu'une solution qui existe. C'est adapté en fonction de chaque couple maître-chien. Donc c'est typiquement aussi un autre cas où il ne faut pas hésiter à voir ça avec un éducateur pour qu'il vous montre les bons conseils pour savoir réagir dans ce genre de situation. Ça dépend beaucoup des cas. Une question de Fanfan sur son chat. Sa chatte, elle boit beaucoup, et, enfin, même si elle boit beaucoup, elle a du sang dans les urines. Comment la soulager en attendant le rendez-vous chez le véto? Ah, alors, ça c'est une question intéressante parce que c'est quelque chose d'assez fréquent chez les chats. Ah bon? Ils ont tendance à avoir souvent des cystites. Alors c'est vrai que la sphère urinaire est quelque chose d'assez sensible chez les chats du fait qu'ils boivent peu. Mais donc là, le sang dans les urines, c'est une des marques de la cystite, effectivement. Chez les chats, faut savoir que, bon, c'est pas... Voilà, beaucoup des cystites, 60-70%, ont des causes dites idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la cause, donc on met le comportement un peu dedans, mais ce n'est pas dû à des bactéries, voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc en général, ça passe avec des anti-inflammatoires. Malheureusement, on n'a pas ça à la maison sans consultation. Et donc elle est obligée d'attendre la consultation. Les anti-inflammatoires ont tendance à soulager la douleur provoquée par l'infection. C'est exactement comme une infection urinaire. En fait, ça brûle quand le chat urine, donc ça lui fait un peu mal. Mais, et ça permet en général de faire passer la cystite en 3 à 5 jours. Mais voilà, il faut de temps en temps aussi, dans 30% des cas, il y a des causes bactériennes ou des causes dues à des calculs qui peuvent être extrêmement graves. Donc dans tous les cas, de toute façon, il faut aller voir le vétérinaire pour vérifier que ce ne soit pas l'une de ces causes-là, que ce soit bien une cystite idiopathique et éventuellement après mettre les anti-inflammatoires. On peut rajouter des antibiotiques par couverture si on veut, tous les vétos ne le font pas. C'est vrai que dans une politique d'antibiorésistance, je ne le fais pas toujours. Donc des antidouleurs, après du spasfon aussi, ça pourrait se donner, mais sur prescription vétérinaire, parce que les doses, ce n'est pas les mêmes qu'en humaine. Ces choses-là pourraient aider, mais voilà, non, le mieux c'est d'attendre la consultation et d'y aller le plus rapidement possible de toute façon, puisque ça peut être un motif d'urgence si le chat est bouché. Donc n'attendez pas trop, quitte à changer de vétérinaire si vous n'avez pas de rendez-vous avant plusieurs jours. Sur une cystite, il doit vous voir dans les 24-48 heures grand max, hein, c'est clair. Une question de Sandy. Sandy, elle a un chat qui s'appelle Golden. On lui dit bonjour, on le salue. Il ne fait que miauler, son Golden. En pleine nuit, il se pense tout seul et il miaule d'une façon bizarre. La journée, c'est quasiment non-stop également. Pourtant, il a des câlins, il a des croquettes, il a de l'eau, il vit avec 2 autres chats qui ne sortent pas. Comment le faire moins miauler? Ça, c'est une question qui va vous plaire, docteur Tardif, j'en suis sûre. Et oui, et puis elle est assez récurrente celle-là, pour chaque cause, on l'a pratiquement toutes les semaines. Mais c'est normal. Alors j'aime bien parce que dans la question, en fait, elle dit il pense qu'il est tout seul. J'adore cette remarque parce que alors là, par contre, bah oui, c'est le cas. Le chat est tout seul dans sa tête. C'est pas un animal qui est empathique, il est plutôt indépendant. Donc socialement parlant, en fait, il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et lui, si jamais il a une envie en plein milieu de la nuit, il va le manifester, quitte à réveiller tout le monde. Il suffit pas de savoir si jamais les autres ils dorment ou qu'ils ont faim ou qu'ils sont malheureux ou quoi que ce soit. Le problème en plus, c'est que le chat a une activité qui diurne et nocturne. Il a tendance aussi à avoir de l'activité la nuit notamment. Donc du coup, ça lui prend en plein milieu de la nuit à faire son tour pour aller manger, pour aller faire son petit caca et son quart d'heure folie. Et si jamais vous avez un chat bavard, il va en profiter pour donner de la voix au passage. Donc la solution à ça, c'est de donner suffisamment d'activité aux chats la nuit pour pas qu'ils viennent s'occuper de vous. C'est pas toujours évident avec des chats sociaux, hein. J'en ai un à la maison qui vient me réveiller assez régulièrement. Donc malheureusement, la solution que je prescris souvent et qui reste un peu la seule à notre disposition, c'est de s'isoler du chat en fait. Et quand je dis s'isoler, fermer la porte, ça ne suffit pas parce qu'il va miauler 3 quarts d'heure devant et gratter. Hein. Donc alors s'isoler suffisamment pour qu'il ne sache pas que vous soyez derrière et que vous puissiez tranquillement dormir malgré éventuellement le carnage qu'il fera. Parce que malheureusement, ça par contre ne peut pas empêcher un chat d'avoir de l'activité la nuit. Ça reste dans son comportement naturel. Et il faut au contraire lui fournir l'activité la nuit pour pas qu'il vienne nous déranger. Donc par exemple en lui laissant à manger déjà. En général, souvent on vous réclame à manger. Et en lui laissant aussi éventuellement des jouets ou un accès à l'extérieur. Une question qui est liée un petit peu, c'est celle de Manon. Depuis la stérilisation de ma chatte, elle n'arrête pas de miauler comme si elle avait ses chaleurs. Une idée de ce qu'elle veut? De l'attention. Mais après, alors qu'il ne faut pas se focaliser en tête avec l'idée que votre chat vous réclame quelque chose en particulier. Quand le chat miaule comme ça, c'est souvent une interaction positive qu'il a avec vous.
Et le simple fait d'interagir avec vous lui fait plaisir. Il ne réclame pas quelque chose en particulier, simplement qu'il est présent à vos côtés et qu'il manifeste son contentement avec l'espoir que vous lui répondiez. Et d'ailleurs, si vous répondez à votre chat dans ces moments-là, on a tendance à bien renforcer le miaulement du chat. C'est-à-dire que le chat n'est pas socialement attaché à nous comme le chien, il a tendance à être indépendant, mais après il a quand même un petit côté social qui est très opportuniste, mais si jamais on nourrit ce côté social, il va avoir tendance à se développer. Plus vous parlez à votre chat, plus il deviendra bavard, plus vous répondez à ses sollicitations à ce moment-là, et en plus, si vous le faites à des moments agréables comme la gamelle ou des choses comme ça, on renforce en fait ce comportement de miauler et de demander de l'attention, donc ça devient des chats très sociaux, quoi. On a une question de Caroline sur Instagram qui est assez précise. Tous les bergers allemands ont-ils la maladie du MDR1? Ah, maladie génétique, pas systématiquement, non. C'est une sensibilité médicamenteuse. Ah oui, voilà, antiparasitaire. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'apanage des... attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est les bergers australiens ou les border. Il ne faut pas que je dise de bêtises, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, il y a des races qui sont bien connues pour cette affection au gène NDR1. Donc en général, c'est sur les fiches de race. Oui, et j'imagine que si Caroline choisit son chien dans un élevage, si c'est un bon élevage, des tests génétiques doivent avoir été c'est d'ailleurs une maladie qui est testable avec un test qui est assez fiable. Donc le meilleur moyen de savoir si votre chien est sensible à ça, c'est pas forcément l'apanage effectivement uniquement des races qui sont attribuées à ça, mais ça peut arriver dans d'autres cas. Donc n'hésitez pas à faire le test de dépistage avec votre veto. Oui, ou l'éleveur doit le faire sur les parents surtout, avant voilà. Surtout sur les races qui sont sensibles, ça pour le coup c'est bien suivi justement. Une question de Laurette qui possède 2 chihuahuas. L'une d'entre elles me fait un pipi toutes les nuits sur le tapis et les couvertures. L'autre fait sur le tapis d'éducation. Je n'arrive pas à savoir laquelle. Chien, des chihuahuas. Mettez une caméra, c'est le meilleur moyen de savoir, je m'excuse, je réponds. Oui. Pour savoir laquelle des deux fait, mettez une caméra et puis surtout, sortez-les dans la rue pour qu'elles arrêtent de faire à la maison, tout simplement. Apprenez-leur les besoins à l'extérieur. Bah, bien cette réponse. En fait, oui, c'est ça l'idée. De toute façon, moi, j'aime pas l'idée des tapis pour apprendre aux chiens à uriner qu'on propose souvent au début, parce qu'en fait, à ce moment-là, on met dans la tête au chien la possibilité d'uriner à l'intérieur comme étant quelque chose de bien. Je préfère leur apprendre dès le départ. À l'intérieur, on va éviter de les récompenser ou de leur donner cette possibilité autant que possible. Et à l'extérieur, on renforce à fond avec des récompenses, quitte à paraître ridicule au moment où il fait ses besoins. Et il va vite faire la dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur. Alors que c'est sûr que... la différence entre un tapis... pour apprendre à faire pipi et un tapis normal, c'est pas forcément évident. Ah oui, alors pardon, oui, en plus, là, oui, je suis parti du principe que c'était la laise qu'on met classiquement, mais ça peut être le tapis à l'entrée de la maison. Je crois que c'est la laise. Mais la différence pour un chien entre la laise et le tapis... Ah oui, non, il n'y en a pas. C'est justement pour ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où on apprend au chien à faire sur le tapis, une fois qu'on a le tapis, lui, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas en prendre un autre, par exemple. C'est ça. Bon. Aurélia, j'ai un chat de 6 mois, je voulais savoir si c'était normal qu'elle tète encore nos mains. Ah oui, ça c'est un réflexe de bébé, effectivement, mais c'est la même chose que le pétrissage. En fait, quand le chat pétrit, très fréquemment, vous avez un réflexe de Pavlov pur qui y est associé, à savoir qu'il bave, parce que le premier plaisir du chat dans sa vie étant le fait de téter à la mamelle, et c'est associé aux deux comportements réflexes. Le premier, c'est quand on stimule les babines du chaton, ça provoque immédiatement la tétée. Et le deuxième, c'est que dès qu'il commence à téter, il se met à pétrir justement pour pousser le lait dans la mamelle et pouvoir en boire. Donc quand il est content, le chat fréquemment reproduit ces comportements-là un peu par réflexe. Il se met à baver, on a du pétrissage, et si jamais vous le stimulez là un peu, c'est encore plus vrai avec les jeunes chats, il va un petit peu téter ou mordiller aussi. Alors à voir aussi avec les comportements sexuels où le chat, quand on le caresse beaucoup et qu'il est dans le plaisir et même un peu l'excitation, se met parfois à mordiller, voire à mordre vraiment. Ça peut être aussi un petit peu lié à ça, parce que dans le comportement sexuel du chat, effectivement, il y a des moments où le mâle mordille un peu le cou de la femelle. Donc à voir un peu entre les deux, mais là si c'est vraiment tété, là pour le coup c'est du réflexe de bébé qu'il a conservé un petit peu. Et puis c'est un signe de bien-être. Ah bah oui, complètement, il le manifeste comme le ronronnement et comme quand il bave à ce moment-là avec le pétrissage, il manifeste dans les moments où il se sent bien et il se rappelle un petit peu cette sensation première sensation agréable de sa vie.
Une question de Gaël. Nous avons un bulldog français de 5 ans que nous avons récupéré quand il avait 1 an et demi. Il a tendance à faire pipi sur son tapis très régulièrement, nous ne savons plus quoi faire. Ah bah de la même façon que tout... ah, bah, alors, bon, lui il vise un tapis, donc il a appris une forme de propreté. Il fait pas partout de la maison, il vise qu'un tapis. Bon, bah, c'est de l'éducation à la propreté. Donc, il faut déjà éliminer des causes potentielles de problèmes de santé. Hein, Ça oui, bah, là il vise un tapis, donc je pense pas que ce soit lié à une cystite, mais un animal malpropre. Et d'une manière générale, quand on traite en comportement, de toute façon la première étape c'est de voir s'il n'y a pas une cause santé derrière, une cause biologique, comme une douleur, une affection neurologique qui viendrait être la cause de ça. Il faudra penser par exemple dans ce cas-là à de l'incontinence. Par exemple, si jamais sur son tapis de couchage vous trouvez des traces d'urine mais que vous ne le voyez jamais uriner, c'est peut-être pas qu'il urine dessus mais qu'il a des fuites. Ça c'est la première truc à vérifier, ça c'est clair. Ensuite, si jamais on exclut les causes biologiques, là on va passer à un comportement, et là, en l'occurrence, comme disait Elisa tout à l'heure, c'est de l'éducation basique. Il faut lui apprendre à uriner dehors et le récompenser à l'extérieur pour qu'il apprenne bien à faire ses besoins dehors. Et dans le renforcement positif, ça marche bien et vous pouvez l'apprendre à un chien adulte sans aucun souci. Vous pouvez aussi enlever ce fameux tapis pour voir s'il fait au même endroit ou plus du tout, ou qui continue même sans le tapis ou avec un autre tapis. Vous faites des tests, vous voyez. Vous faites un essai pour voir effectivement si le tapis est une marque et qu'il est bien conditionné dessus, parce que comme ça la solution effectivement peut consister à commencer par sortir le tapis à l'extérieur pour qu'il s'entraîne à le faire à l'extérieur et ensuite progressivement virer le tapis. Une question de Laura. Mon chien de 8 ans tente depuis quelques mois de contrôler son aîné âgé de 10 ans, surtout à la maison. Alors il passe devant quand ils doivent passer par des portes. Les gamelles, les jeux, etc. c'est pareil. Il tourne autour de lui, il grogne et ça peut dégénérer en bagarre. Comment agir entre eux? C'est des bergers australiens mâles castrés tous les deux. Ah, là c'est plus compliqué parce que là on a le comportement qu'on avait tout à l'heure sur les humains, mais sauf qu'il là il focalise sur son congénère dans la famille. Et donc bah là on a, comment on dit déjà, du harcèlement, du harcèlement canin. Bon, le berger australien, c'est un chien qui a besoin d'énormément d'activités, et entre autres, ce genre d'activités, à savoir manager un petit peu des groupes, ça c'est un truc qu'ils font très naturellement. Donc c'est un peu la difficulté. Là, on a un chien qui est beaucoup plus actif que l'autre et qui manifeste son besoin d'activité sur l'autre de manière un peu oppressante. Donc, et en plus avec des grognements et donc potentiellement un risque de bagarre, on sent que l'autre effectivement doit être un peu à saturation. Donc bah là, ce qu'il faut voir, c'est déjà avec un comportementaliste, éventuellement, s'il n'y a pas un souci au niveau du budget activité de l'un des deux chiens, ou en tout cas celui qui a tendance à grogner. Et puis ensuite, voir entre les deux chiens, éventuellement, s'il n'y a pas des choses à leur apprendre, des apprentissages sociaux à voir avec eux ensemble, pour qu'ils gèrent mieux leur relation entre eux. Ça peut être délicat aussi, ça, comme souci, donc pas hésiter à vous faire accompagner. Là, je recommanderais même d'aller voir un comportementaliste vétérinaire pour bien chercher la cause des grognements chez l'autre chien, et notamment s'il n'y a pas un problème au niveau de son budget d'activité. Le berger australien, c'est un chien qui a vraiment beaucoup de besoins à ce niveau-là. Une question qui nous a été posée sur Instagram de My Little Beagle. Y a-t-il des vaccins obligatoires pour aller dans le sud de l'Europe? C'est la rage. Ouais, la rage alors est la rage obligatoire. pour voyager. Dès que vous quittez la France, la rage est obligatoire. Il peut y avoir d'autres vaccins, peut-être pas obligatoires, mais en tout cas recommandés. Il faut que vous vous renseigniez auprès de l'ambassade du pays dans lequel vous allez. Ce qui est important aussi, c'est de voir avec l'élevage ou le gardiennage. Là où vous voyagez directement, ils peuvent avoir des exigences vis-à-vis des chiens qui voyagent et exiger des vaccins en particulier. Après, sur les obligations légales, à part la rage. Oui, il faut que vous vous renseigniez auprès du pays où vous vous rendez. Une autre question sur Instagram d'Audrey. Mon chat crache sur mes invités et a mordu sa propriétaire. Elle a été opérée, mais reste agressive. Que faire? Il y a des chats qui restent agressifs toute leur vie. Oui, et d'une manière générale, le chat n'est pas social, et en particulier vis-à-vis des étrangers. Donc le mieux, c'est de dire à vos invités de ne pas tenter d'aller voir votre chat. Vous avez un chat qui est socialement indépendant. Quitte à isoler le chat quand vous recevez des gens. C'est même fréquemment d'ailleurs ce qu'on recommande. Le mieux pour le chat, quand vous recevez des gens qu'il n'a jamais vus et qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est d'être tranquille dans son coin et isolé et de ne pas les voir. Donc, une petite question de Sonia qui a un Jack Russell, on lui dit bonjour. Il mange les crottes du chat dans la litière. Est-ce que c'est normal?
Normal, Bien sûr que en c'est fait, normal, c'est ouais, délicieux. c'est malheureusement normal, mais oui, c'est ça, vous ne mettez pas la peau du chien avec les 4 chats, c'est fantastique, vous ne vous rendez pas compte. Alors, le chien est un animal, au niveau du régime alimentaire, on dit qu'il est carnivore opportuniste. Ça signifie que s'il tombe à l'occasion aussi sur une charogne ou un truc qui va être appétissant, il ne va pas hésiter à le manger. Il n'est pas très difficile sur la qualité de l'aliment qu'il va manger, notamment les excréments. Il faut savoir que les cacas des carnivores, ce qui est le cas des chats, ce qui est également le cas des nôtres, il ne faut pas présenter un caca humain à un chien, il ne faut pas aimer ce qu'il en fait, sont très riches en résidus alimentaires, tout simplement. On ne digère pas tout, et il y en a une partie qui ressort dans les cacas, notamment les protéines ou des choses comme ça. Donc ça en fait une source alimentaire potentielle pour d'autres animaux. Et notamment, le chien a tendance à être un peu l'aspirateur dans les litières de chat. Ça arrive très fréquemment. Donc une solution pour ça, c'est de mettre une litière couverte ou d'apprendre au chien à éviter la litière. C'est possible d'apprendre ça au chien. Ça peut être compliqué des fois, mais c'est possible. Mais sinon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Les chiens sont naturellement attirés par ces odeurs. Ça nous dégoûte absolument, mais c'est la nature. On a le temps encore pour une dernière question, mais restez avec nous car on va vous faire gagner une Wami's Box à la fin de ce live. On vous posera une petite question simple, il suffira d'y répondre pour que vous puissiez être tiré au sort. Donc restez surtout avec nous, mais avant ça, dernière question de Leslie, notre boxer de 2 ans détruit absolument tout dans notre jardin et nous n'en pouvons plus. Comment lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit de détruire? Elle ne comprendra pas la notion de droit. Ça, la propriété, les règles, tout ça ne sont pas des choses que les chiens peuvent maîtriser. Par contre, vous pouvez lui apprendre à orienter son besoin d'activité sur des choses qui ne vont pas vous être désagréables, comme le terrassement du jardin par exemple. Donc déjà, malheureusement, la première étape consiste à donner de l'activité au chien, parce que c'est comme si vous demandiez à un enfant de rester dans sa chambre sans rien toucher, sans bouger, en regardant juste un poster. Au bout d'un moment, il va péter un câble et il va vous détruire la chambre. Là, c'est la même chose. En fait, le jardin, au bout d'un moment, le chien, il le connaît par cœur et il ne sait plus quoi faire dedans, donc il s'occupe comme il peut. Soit il aboie sur les passants, soit il terrasse des choses. Voilà. Donc la première étape consiste à donner de l'activité au chien en le promenant, en lui donnant de la course, de l'exercice. Enfin, s'il est fatigué, il terrassera moins le jardin, ça c'est clair. Et après, lui fournir également de l'activité dans le jardin peut être une bonne solution. Dans les moments où il y est, vous pouvez lui donner des jouets pour qu'il s'occupe. Des choses comme ça, des stimulations extérieures qui vont l'occuper et lui éviter d'avoir ces comportements de terrassement. Mais la première étape, très clairement, c'est de jouer sur son budget activité, parce que très souvent, les chiens qui font des bêtises comme ça, c'est qu'ils sont un peu en manque d'activité, justement. Et n'hésitez pas à vous faire aider d'un éducateur canin. C'est toujours valable. Alors, on va passer au jeu concours, mais je viens de tomber sur une question de désespoir, donc juste après vous avoir posé la question, je vous poserai une dernière question, parce que bon... alors, la question, c'est tout simple. Quelle est la race de ce chien? Je montre aussi à Instagram. Ouais, pas trop compliqué. On va voir à quelle vitesse ça sort. Un petit peu compliqué, tout le monde ne le sait pas, mais si la question était trop facile, ce serait pas drôle. Alors voilà, quelle est la race de ce chien? Je vous laisse y réfléchir, et en attendant, Docteur Tardif, je vous pose la dernière question de ce live. C'est une question de Lady. Bonjour, mon chat fait pipi en dehors de sa litière, même quand elle vient d'être changée. Il fait ça depuis ses 1 mois et demi. Il a aujourd'hui 15 ans. Pourtant, il a été stérilisé à l'âge de ses 6 mois. Il a perdu sa maman quand il est né et est allé se nourrir auprès d'une autre maman qui avait des petits. Malgré un médicament, il continue, c'est fatigant et ça fait 15 ans que ça dure. Eh ben, dis donc, vous avez patienté toute la vie du chat. Alors, autant vous dire que malheureusement, s'il fait 15 ans que ça dure, lui changer ses habitudes risque d'être compliqué maintenant. Mais l'idée est là, c'est que le chat, dans la nature, a un comportement d'élimination qui consiste à parcourir son domaine de vie tous les jours et à y déposer ses phéromones. Alors, c'est pas du marquage territorial en sens où il délimite le truc, mais enfin, il est chez lui et il met ses odeurs. C'est aussi simple que ça. Donc, à la maison, ça se traduit par le fait que de temps en temps, la litière n'est pas le seul endroit où il va avoir envie d'éliminer. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc dont il faut tenir compte, c'est que le chat est très, très, très précieux vis-à-vis de sa litière. C'est-à-dire que des fois, un pipi ou un caca fait dedans et il ne veut plus y aller. Il faudrait le changer à chaque fois, ce qui est pour le moins impossible en appartement.
Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire pour ça. Il y a des litières aujourd'hui qui s'auto-nettoient, des trucs comme ça, on peut essayer. Mais si le chat est aussi précieux que ça, il faut lui fournir plein de litières et essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus propre possible. Il n'y a pas d'autre solution que d'en mettre le paquet, quoi. Parce que ça, malheureusement, c'est un comportement naturel. Et là, en plus, avec un comportement qui dure depuis 15 ans, vous êtes face à un phénomène de ritualisation et d'apprentissage qui sont très très forts chez les chats et qu'il va falloir lui faire perdre l'habitude d'aller uriner ailleurs, là où ça fait 15 ans qu'il le fait sans aucun souci. Ça va pas être évident, je pense. Alors merci Docteur Tardif, merci à vous tous pour vos nombreuses questions. Alors il y en a eu énormément aujourd'hui, on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, mais sachez que vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses de WAMIS et toute la communauté WAMIS y répondra, ainsi que le Docteur Tardif, donc n'hésitez vraiment pas. La réponse à notre jeu concours, eh bien ce chien est un collet. Voilà, un collet, pour ceux qui se souviennent, eh bien c'est la race du chien Lassie, le fidèle chien. Le gagnant sera contacté en message privé sur Facebook, donc regardez bien vos messages privés, y compris, vous savez, dans les spams, vous ne le verrez pas forcément, donc allez checker, et comme ça vous recevrez votre WAMIS Box après avoir répondu à quelques questions il nous faut des informations sur votre animal, son âge, sa taille, la longueur de son poil, etc. Et vous recevrez cette WAMIS Box. Dedans, il y aura des jouets, des friandises, des accessoires, des produits d'hygiène, bref, le top du top pour rendre votre animal heureux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live et Instagram Live. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une merveilleuse après-midi les WAMIS. Bye bye. Ciao. La petite Nala, elle meurt de chaud. Oui,